Devenus célèbres. L'écho se concentrait en zone de puissante réverbération, un phénomène accru par la forme en entonnoir du stade. D'où le dilemme auquel les ingénieurs du nouveau Wembley se sont retrouvés confrontés. Les concepteurs voulaient installer 160 loges VIP équipées de vitrines tout autour du terrain. Mais tout comme les murs de l'ancien stade, elles auraient créé un écho pendant les concerts. Je vais illustrer le problème en remplaçant le son par de la lumière, le tout dans une grange remplie de fumée et de miroirs. Heureusement, David Trevor Jones, un spécialiste de l'acoustique, est d'accord pour m'aider. David, j'aime beaucoup la déco, c'est sympa, mais ça sert à quoi? Nous allons essayer de voir le son. C'est ambitieux. Lumière. Tu es doué pour le théâtre, toi. Bon, mais nous, on parle du son, hein, pas de la lumière. Justement, ça, c'est un rayon de son. Et là-bas, nous avons le public, représenté par ce ballon de foot qui a payé sa place très cher. Est-ce que le son se comporte exactement de cette façon? On peut imaginer que le trajet de la lumière réfléchie sur le miroir serait le même que le son sur les vitrines des loges? Le son est un peu plus éparpillé que ça, mais ça permet de comprendre son comportement. Et je suppose que le ballon de foot qui est notre public n'entend pas seulement cette version du son. Si ce spot est la source du son, il l'entend une première fois directement et une seconde fois sous forme d'écho. Oui, tout à fait. Il entend un écho qui vient de derrière lui. Et c'est ce qui crée des zones de convergence. Ces endroits où se concentrent tous les échos venus de la totalité du stade, de toutes les loges vitrées, se réfléchissent tous ensemble. Ici, on a seulement 7 sources et pas 160. Mais on voit bien que les gens assis là vont entendre différents échos, ou les mêmes à différents intervalles, selon la distance parcourue. Ça va être très confus. Oui, ça donne un son horrible, une vraie cacophonie. Voilà précisément ce que les concepteurs de Wembley voulaient éviter. Pour résoudre ce problème, ils se sont tournés vers la technologie furtive. Les ingénieurs se sont heurtés à un problème épineux, conserver assez de réverbération pour recréer la mythique clameur de Wembley tout en se débarrassant des zones de convergence. La solution existe, les armées l'utilisent pour faire disparaître des choses. Remontons à la guerre froide en 1981. Cet avion top secret effectue son premier vol. C'est le F-117 Nighthawk, le premier de la lignée des engins furtifs. L'armée de l'air américaine a mis au point cet étonnant appareil pour déjouer les radars. Le principe du radar est d'émettre et de recevoir des ondes électromagnétiques. Les ondes radar se propagent comme la lumière. Quand elles rebondissent sur une surface, l'angle d'incidence est le même que l'angle de réflexion. En temps normal, les ondes rebondissent sur la carlingue pour donner un écho, ce qui permet de savoir où se trouve l'avion. Mais que se passe-t-il si on modifie l'angle formé par le fuselage de l'avion? Les ondes radar rebondissent sur des surfaces qui les diffusent dans toutes les directions et éparpillent le signal d'origine. Ainsi, l'émetteur ne reçoit aucun signal cohérent. Voilà comment le F-117 est devenu indétectable pour les radars. En appliquant ces mêmes lois de la réflexivité aux zones de convergence de Wembley, les concepteurs ont pu régler le problème de l'écho. Une fois de plus, la lumière va nous aider à comprendre comment. David, j'ai une question. Tu as réussi à illustrer le problème. Est-ce que tu peux utiliser le même dispositif pour nous faire comprendre la solution? Absolument, c'est très simple. Il suffit d'incliner légèrement les vitres. Et la lumière ne se concentre plus dans certaines zones. Exact. Les vitres de chacune des loges décrivent un angle très faible, mais suffisant pour empêcher une réflexion cohérente.
D'accord, ça marche, ça se voit. Mais ça, c'est pour le public d'un concert. Wembley, c'est quand même surtout un stade de football. Et les gens veulent entendre cette clameur, cet écho. C'est ce qui fait tout l'intérêt d'assister à un match. L'écho est toujours là. On l'a simplement rendu un peu plus diffus. On l'a dispersé. Les spectateurs assis dans les gradins entendent les sons réfléchis comme avant. Ils sont toujours submergés par la clameur de Wembley. Donc on a réussi à se débarrasser des zones de convergence du son tout en conservant la clameur de Wembley, c'est-à-dire l'écho. On a le beurre et l'argent du beurre. On a l'écho du beurre. Les concepteurs n'ont pas supprimé l'écho, ils l'ont manipulé pour éviter les points de convergence. Ici, on voit bien que chaque vitre n'est pas tournée directement vers le terrain, mais décrit un léger angle. En fait, chaque panneau de verre est placé à un angle de 5 degrés, ce qui donne ce subtil effet de zigzag. En brisant l'uniformité de la courbe avec ce motif en zigzag, les ingénieurs ont fait en sorte que les ondes sonores ne se réfléchissent plus vers des zones de convergence, mais dans toutes les directions. On peut avoir à la fois une acoustique du XXIe siècle et ce formidable rugissement du public qui électrise le stade. Dans la liste des améliorations que les visiteurs souhaitaient apporter à l'ancien stade, l'acoustique arrivait très loin après quelque chose de plus terre-à-terre, disons. Lorsque l'arbitre siffle la mi-temps, les 90 000 spectateurs disposent précisément de 15 minutes pour répondre à l'appel de la nature. Le stade a donc besoin d'un énorme réservoir. L'eau. À chaque match, Wembley consomme des centaines de milliers de litres d'eau, souvent dans la précipitation. Pour cela, les spectateurs disposent d'un nombre considérable de toilettes. 2618 pour être précis. Plus que dans n'importe quel autre stade au monde. Mais pour tirer la chasse des 2000 toilettes en même temps, il faut d'énormes masses d'eau. Comment emmagasine-t-on assez d'eau pour répondre à la demande et ne pas être pris de court? La réponse se trouve dans les sous-sols du stade. Pour répondre à cette demande, l'eau aurait dû être pompée à une vitesse vertigineuse, plus vite qu'elle ne pouvait être pompée des canalisations vers le bâtiment. Il était donc impossible que l'approvisionnement suffise à l'énormité de la demande. On a donc construit 3 gigantesques réservoirs, d'une capacité totale de 740 000 litres d'eau. De quoi prendre un bain chaque jour pendant 25 ans. Reste un problème. Comment faire en sorte qu'il soit toujours plein? Je vais aller voir par moi-même ce dispositif qui relie Wembley à un célèbre principe découvert il y a plus de 2000 ans. À l'intérieur de ce gigantesque réservoir, il y a un gigantesque robinet à flotteur. Le même qu'on a chez soi dans sa chasse d'eau, mais en beaucoup plus grand. On a aussi installé des systèmes de surveillance sophistiqués, mais on n'a jamais fait mieux que le robinet à flotteur. Ça reste le moyen le plus fiable de s'assurer que lorsque le niveau de l'eau descend, le système se met en marche. Ça fonctionne exactement comme dans toute chasse d'eau. Voici la valve qui laisse passer l'eau et à l'autre bout, un flotteur qui contrôle son débit. Quand le niveau d'eau descend, l'inclinaison provoque l'ouverture de la vanne qui laisse alors passer l'eau. Du coup, le niveau remonte et avec lui le flotteur jusqu'à ce que revenu à l'horizontale, il provoque la fermeture de la vanne. Cet élément-ci, le flotteur, est crucial. Il flotte parce que le poids de l'eau qu'il déplace est supérieur à son propre poids. Cet objet fonctionne donc selon un principe découvert au IIIe siècle avant notre ère par un certain Archimède, qui avait un problème épineux à résoudre. Le roi de Syracuse voulait savoir si la couronne qu'il avait fait faire était d'or pur. Archimède s'est rendu compte que la réponse se trouvait dans le volume de la couronne. Elle devait avoir le même volume que son poids en or pur. Pour savoir si c'était le cas, il suffisait de la plonger dans l'eau. Il
il s'avéra que la couronne était faite en alliage, car son volume excédait son poids en or. Je vais vous montrer comment ça marche. Voici des poids pour haltères. Mis tous ensemble, ils pèsent exactement le même poids que mon corps. Ici, on a une baignoire remplie d'eau. Chacun connaît l'histoire d'Archimède dans son bain. Il s'est tout d'un coup rendu compte qu'en se plongeant dans sa baignoire, il déplaçait un volume d'eau égal à celui de son propre corps. C'est là qu'il a crié Eureka. Ça marche pour tout. Une personne, une couronne, de l'or ou des poids en fonte. Quand je plonge 69 kg de poids, le niveau de l'eau monte d'environ 3 cm. Si je suis fait de disques en fonte, je vais déplacer autant d'eau dans ma baignoire et le niveau montera d'autant. Quand faut y aller, j'ai toujours voulu me baigner tout habillé. Alors c'est parti. Je vais prendre un bain pour la science. L'eau monte, monte. Elle va déborder, on dirait. Je vais placer tout mon volume sous l'eau pour voir si ça dépasse. Bon, ça dépasse déjà le niveau des disques en fonte à côté, mais voyons jusqu'où ça monte. Dans cette expérience, c'est le volume qui compte, pas le poids. Bon, le niveau est monté bien plus haut. Donc, notre volume étant différent, je ne suis pas fait de disque en fonte. Après cette expérience, la légende raconte qu'Archimède est sorti de son bain et s'est mis à courir nu dans les rues en criant « Eureka !» Je ne vais pas aller jusque-là. Mais cette expérience nous a permis de comprendre la poussée d'Archimède et les principes des corps flottants. Ces principes m'ont donné une idée. Si on augmente le volume d'un objet sans que son poids augmente trop, il reste en surface, comme un flotteur. Donc, en théorie, si mon volume augmente et que mon poids reste stable, je devrais pouvoir me transformer en flotteur humain et marcher sur l'eau. Voilà ce qu'il me faut. Ce sont mes chaussures de foot. Elles sont en polystyrène, donc très légères. Par contre, elles sont assez énormes. Donc, normalement, je devrais flotter, d'après Archimède. Bon, je passe mon gilet de sauvetage au cas où Archimède se soit trompé. Je vais enfiler mes chaussures. Et ce qui va se passer, c'est que mon poids va rester presque stable, mais mon volume va considérablement augmenter, vu la taille de ces chaussures. Merci, Martin. Si j'enfonçais mon pied directement dans l'eau, il coulerait, vu sa densité. Je flotte. Je crois. Je peux avoir mes bâtons spéciaux pour marcher sur l'eau? Merci. C'est mieux. Il ne me reste plus qu'à adopter une posture virile et assurée. Bon. Bon. Je ne marche pas sur l'eau, je cours sur l'eau. Un homme à la mer. C'est sympa comme tout. Incroyable mais vrai, je flotte toujours. Et c'est grâce à Archimède, dont le principe permet aussi de tirer simultanément la chasse des 2618 toilettes de Wembley. Grâce à un nœud d'escalade, un planeur, une arbalète, la technologie furtive, une couronne qui n'en était pas une, et l'idée de génie d'Archimède, je flotte vers Wembley. Enfin, quand je dis vers Wembley, c'est une façon de parler. Pour l'instant, je dérive.
Tout de suite, sur National Geographic. De nouveaux outils archéologiques ont révélé au grand jour un monde perdu. Aujourd'hui, National Geographic utilise cette nouvelle carte au trésor et plonge au cœur de zones inexplorées pour y découvrir des hôtels, des armes et même des restes humains. Oh boy. I think it's the top of somebody's head. Ces fouilles changeront notre perception de l'histoire. Everything we know now is going to be different. Les trésors perdus des Mayas, série inédite, tous les dimanches à 20h40 sur National Geographic. Voici Science of Stupid spéciale campagne. Attention, les personnes que vous allez voir voulaient communier avec la nature, mais elles ont ignoré la science et en ont subi les conséquences. N'essayez pas de les imiter. Il n'y a rien de plus relaxant que de passer une journée à la campagne, à faire du sport ou à admirer le paysage. Si vous faites partie de ces gens qui feraient n'importe quoi pour prendre un grand bol d'air frais, cette émission est faite pour vous. Nous allons nous appuyer sur la science pour vous expliquer ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on est confronté à la nature. Si vous vous jetez dans l'inconnu, la science peut parfois vous aider à amortir la chute. Préparez votre sac à dos. Voici Science of Stupid spéciale campagne. Lors de cette excursion scientifique, nous allons étudier l'importance d'avoir une bonne adhérence, comment la pesanteur affecte la trajectoire et pourquoi la force de traîner peut s'avérer douloureuse. Mais commençons par ceci. J'ai de nombreuses craintes quand je me balade en forêt. Me faire attaquer par un ours, marcher accidentellement sur un putois ou utiliser les orties comme papier toilette. Je n'ai pas peur des rondins en revanche, mais je devrais peut-être m'en méfier. C'est le premier défi de la journée. C'était marrant, mais t'as perdu le spray anti-ours. À sa place, je l'enverrai le chercher. Les attaques d'ours sont plutôt rares, mais ce type a l'air d'attirer la poisse. On pourrait penser que traverser un pont de fortune est aussi facile que de tomber d'un rondin. Et c'est le cas. Malheureusement. Il y a 3 questions à se poser quand on traverse un pont de fortune. Vais-je glisser? Vais-je garder l'équilibre? Et va-t-il supporter mon poids? Pour ne pas glisser, il faut maximiser le frottement entre le pont et vos pieds. Alors assurez-vous que vos chaussures aient une bonne accroche et qu'elles soient sèches. Améliorez votre équilibre en écartant les bras. Votre masse sera mieux répartie et vous augmenterez votre moment d'inertie. Reste à savoir si le pont sera suffisamment résistant ou s'il va céder sous votre poids. Il n'y a qu'un seul moyen de le vérifier. Nous allons étudier des preuves empiriques récoltées par nos courageux chercheurs. Ces gens adorent se promener dans la nature. Ce pont a l'air plutôt solide. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Le câble qui soutient le pont cède et celui-ci tourne subitement, précipitant tout le monde à l'eau et leur offrant l'opportunité d'admirer la nature d'un peu plus près. Oh, j'ai cru voir un triton. Celui-ci a l'air plus sommaire, mais commençons par une analyse rigoureusement scientifique. Je suis plus grand que toi. T'es plus grand, mais t'as la trouille. Ça, c'est fait. Mais ce rondin n'est attaché à la rive que d'un côté. Et sa ligne de pêche est coincée de l'autre côté. Le rondin n'était malheureusement pas assez résistant. C'est dommage. La partie de pêche est terminée. Ouais, c'est sûrement mieux comme ça. Cette fille a l'air de savoir ce qu'elle fait. Elle s'appuie sur un bâton pour garder l'équilibre. C'est bien vu. Mais ses chaussures n'ont pas l'air très adhérentes et son sac à dos a l'air lourd. C'était prévisible.
J'espère qu'elle a pris un pantalon de rechange. Ah, c'est malin d'utiliser des pierres, car elles sont beaucoup plus résistantes qu'un rondin. Si on a une leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut toujours réfléchir avant de se lancer. Oh, j'ai oublié mon téléphone. Envoie-le-moi. Bien pensé, il ne faudrait surtout pas qu'il soit mouillé. Comme ça. Les lianes sont utilisées par l'homme et le singe depuis des millénaires pour se rendre d'un point A à un point B. Mais c'est aussi un bon moyen de frimer, si on sait s'y prendre. Contrairement à lui. C'est peut-être plus facile avec de l'élan. Ou pas. Pourquoi marcher pour contourner la piscine quand on peut utiliser la végétation? Sûrement pour cette raison. C'est une vérité universelle. Pour se balancer au bout d'une plante grimpante, il faut comprendre la science. Les lianes et les cordes sont flexibles et donc idéales pour se balancer. Notre acrobate utilise un mouvement pendulaire et convertit son énergie potentielle gravitationnelle en énergie cinétique. À l'apogée de son balancement, cette énergie cinétique se change à nouveau en énergie potentielle gravitationnelle. C'est en bas de la liane que la résistance à la traction exercée sur elle est la plus forte, sous l'effet combiné de la force centrifuge et de la pesanteur. C'est donc à cet endroit qu'elle a le plus de chances de céder. Voilà pour la théorie. Passons maintenant à la pratique. Il a l'air confiant, mais je ne suis pas sûr que ça supporte son poids. Et effectivement, les branches sont solides et souples, mais leur résistance à la traction suffit à peine à supporter son poids. Et si l'on ajoute à cela la force centrifuge, les branches cèdent. Les lianes sont les plantes idéales pour se balancer. Elles contiennent très peu de lignine, la substance qui confère aux plantes ligneuses leur rigidité. Elles sont assez flexibles pour se plier sans compromettre leur résistance à la traction. Mais ceci est un palmier. On comprend pourquoi ce n'est pas le premier choix de Tarzan. C'est beaucoup moins résistant. Mais il a atterri avec style. Cette mère et son fils réalisent des expériences sur la conversion de l'énergie potentielle gravitationnelle en énergie cinétique. Joli. Voyons comment s'en sort maman. Ah, maman est un peu plus lourde. Elle a donc appliqué une contrainte de traction supplémentaire sur la branche qui avait plus de chances de céder. Et c'est ce qui s'est passé. Ce type sait que la science est de son côté. La résistance à la traction de la liane suffit à supporter le poids de cet aventurier. Mais ce n'est malheureusement pas le cas de la branche. On ne l'a plus jamais revu après ça. Il n'y a rien de plus relaxant qu'un peu de jardinage. Mais parviendrez-vous à deviner quel principe scientifique cet élagueur s'apprête à démontrer? On vous a demandé quel principe scientifique cet arboriste amateur allait nous démontrer. Vous avez dit le point de pivot? Bien joué. Comme la branche est encore reliée à l'arbre, elle pivote en décrivant un arc au lieu de tomber verticalement. Quand son extrémité touche le sol, cela crée un nouveau pivot et la branche décrit un arc et pousse l'échelle, laissant ainsi la gravité agir sur notre jardinier en herbe qui se retrouve rapidement au sol. Quand mon ami m'a demandé si j'aimais les rochers, j'ai tout de suite répondu par l'affirmative. Le chocolat a toujours été mon péché mignon. Malheureusement, on ne parlait pas de la même chose, et j'ai passé mon dimanche à crapahuter de rocher en rocher. Tout le monde ne partage pas mon aversion, mais certains devraient. Comme elle. Et lui.
Elle aussi, sans aucun doute. Se déplacer sur les rochers peut prendre différentes formes, très dangereuses pour la plupart. Vous risquez de mourir ou de vous blesser gravement. Si vous comptez essayer, écoutez bien ces principes scientifiques. Tout est une question de poids et de prise. Pour supporter son poids, il utilise ses mains et ses pieds pour engendrer des forces de réaction contre les rochers. Pour une meilleure prise, il utilise la force musculaire de ses avant-bras pour appuyer ses doigts sur la roche afin d'augmenter l'adhérence. Il maximise également l'adhérence de ses pieds en choisissant avec soin l'endroit où il les place et en portant des chaussures d'escalade. S'il escalade un rocher vertical, plus son centre de masse est éloigné de la paroi et plus l'effet de rotation va agir sur son adhérence jusqu'à en venir à bout. Il est primordial de bien choisir son endroit et d'avoir le bon matériel d'escalade. Ensuite, il faut trouver l'équilibre délicat entre stabilité et adhérence. Ça a l'air simple. Si on s'y prend bien, l'escalade peut devenir un vrai plaisir, avec ses hauts et ses bas. En se déplaçant verticalement sur le rocher, le grimpeur commence à basculer vers l'arrière et l'effet de rotation lui fait lâcher prise. Ça va, mec? Ouais, ça va. T'es sûr? Ah, il va bien, mais les chiens voient toujours un psy, ce qui est compliqué car ils n'ont pas le droit d'aller sur le divan. Vas-y, Callum. Callum sait qu'il n'a rien à craindre en cas de chute parce qu'il est encordé. Mais un contact un peu moins violent avec la paroi aurait été préférable. Callum n'avait pas une prise suffisante pour supporter son poids. Comme il était sur un surplomb, la corde a appliqué une force de réaction verticale et horizontale qui l'a transformé en pendule humain, percutant la paroi avec une force d'impact équivalente à 10 fois son poids. Pour être un pro de la grimpette, il faut savoir marcher, escalader, sauter. Oh la vache! Et nager parfois. Notre grimpeur parvient à sauter, mais l'adhérence entre ses jambes et le rocher n'est pas suffisante. Et il se retrouve à l'eau avec son ancien meilleur ami. Même si vous maîtrisez les bases, n'oubliez pas que la nature peut être imprévisible. Une fois qu'un éboulement a commencé, tout peut devenir instable. Purée! Tout à fait. Dorénavant, je me limite aux activités d'intérieur. Un peu de silence, s'il vous plaît. Armsworth, vous viendrez me voir après le cours. Eh oui, c'est l'heure du cours de science, le moment de l'émission où on étudie un principe scientifique en particulier. Qui peut me dire ce que les séquences suivantes ont en commun? Cet acrobate intrépide, Oh, c'est pas vrai! ce petit frère malchanceux et ce plaisancier qui a un peu trop chaud. Il veut une bière, jette-lui une bière. C'est une bonne idée de piquer une tête pour se rafraîchir. Vous avez répondu la gravité? Comme le savent tous les premiers de la classe, la gravité est le phénomène naturel qui fait que tous les objets s'attirent entre eux. Quand ce ressort en plastique est étiré puis relâché, il subit une force qui attire ses deux extrémités vers son centre. Le bas semble flotter dans les airs, mais son centre d'inertie accélère vers le centre de la Terre sous l'effet de la gravité. Mais tous les objets ne se dirigent pas forcément vers le bas sous l'effet de la gravité. Une fois lancée, cette fléchette suit une trajectoire parabolique, car sa vitesse horizontale se combine à la gravité avant de toucher le ballon. La gravité fait alors accélérer l'eau directement vers le sol. Plutôt simple, non? On va voir si vous avez bien suivi. Première question. Comment se comporte un objet qui s'approche d'un autre objet dont la masse est plus importante? Cet homme va nous le montrer. L'objet dont la masse est inférieure est attiré vers celui dont la masse est supérieure.
à savoir le centre de la Terre dans ce cas précis. Il est assez grand pour savoir qu'enjamber une balustrade et avoir une balle dans la bouche peut s'avérer très dangereux. Ne faites pas ça chez vous. Deuxième question, que se passe-t-il quand un objet avec une vitesse horizontale subit la gravité? Eh oui, il suit une trajectoire parabolique prévisible, dont on peut parvenir à tirer profit si on arrive à la prédire correctement, comme ici. Ou là. En anticipant sa trajectoire, ce spectateur a eu droit à une boisson gratuite. Espérons que ce soit bien de la bière. Et pour terminer, que se passe-t-il quand on supprime une force qui contre l'effet de la gravité? Cette femme va être jetée dans les airs, parce qu'elle a oublié son costume, j'imagine. Mais il faut une force importante pour contrer la gravité, et ses amis sont mal positionnés. Le cours est terminé. J'ai toujours trouvé que les ponts étaient pratiques pour franchir des obstacles physiques, comme des rivières ou des routes. Mais pour les casse-cou, c'est aussi un moyen de se faire mal. Aïe, ça doit faire mal. Ouais, il a compris le truc. Ah, lui, un peu moins. Si vous comptez sauter d'un pont, assurez-vous qu'il y ait de l'eau en dessous. Comme on vient juste de le voir, sauter d'un pont est potentiellement douloureux, très bête et incroyablement dangereux. La science va vous expliquer pourquoi. Pour commencer, il déplace son centre de masse au-dessus du vide et génère un moment cinétique. Quand notre homme entre dans l'eau, la force de traîner de l'eau le ralentit. Pour minimiser la traînée, il doit entrer dans l'eau avec une forme profilée et réduire au maximum sa surface frontale. Mais s'il tourne trop ou pas assez, il va faire un plat et générer une force de traînée beaucoup plus importante, ce qui va s'avérer très douloureux. Comme vous venez de le voir, sauter d'un pont n'est pas une mince affaire. Et ignorer la science s'avérera aussi douloureux qu'humiliant. Malheureusement, l'imprudence de certaines personnes ne connaît pas de limite. Oh là, je le sens plutôt mal. Et lui se sent encore plus mal. Il a voulu tenter un triple saut, mais n'a pas assez tourné et son manque de profilage lié à son plat sur le dos engendre une forte traînée et un gros impact. Est-ce qu'elle a le truc? Oui, pour ce qui est de se rougir le dos. En sautant du pont, elle a trop tourné et n'a pas réussi à adopter une position profilée, ce qui a créé une importante force de traînée qui l'a fait décélérer beaucoup plus rapidement, engendrant une force d'impact plus importante. Ah, là on dirait qu'on a affaire à une pro. Je voulais dire une novice. Elle ne parvient pas à contrôler son saut et tourne trop. En sautant de 15 mètres de haut, elle percute l'eau à 65 km/h. Ça devrait suffire à vous convaincre que c'est une très mauvaise idée. Rien ne vaut le plaisir de courir en descente avec le vent dans les cheveux. Et il n'y a rien de plus effrayant que de se rendre compte qu'on ne contrôle plus du tout sa vitesse. On dirait que ce type a tout compris. Mais pas le caméraman, malheureusement. Son téléphone doit être plein de sable. Une fois qu'on a perdu le contrôle, on ne peut littéralement plus faire marche arrière. Ça vous dirait d'apprendre certains principes scientifiques pour ne pas vous retrouver dans cette situation? Ne comptez pas sur moi. Bon, d'accord. En courant en descente, il augmente sa quantité de mouvement à chaque pas.
En faisant des petites foulées, il accumule une plus faible quantité de mouvement. Ses muscles parviennent à l'absorber et il peut donc stabiliser sa vitesse. Si ces foulées sont trop grandes, ses muscles ne pourront pas absorber sa quantité de mouvement et il accélérera à chaque pas. Et si vous allez trop vite, vos jambes ne suivront plus et vous vous retrouverez au sol. Mais je suis sûr que les personnes qu'on s'apprête à voir auront compris la technique. Comme d'habitude. On dirait qu'ils s'amusent bien. Plus maintenant. Grande foulée égale une trop grande quantité de mouvement, égale visage dans l'herbe. Ah, c'est une petite colline, ça. Il devrait s'en sortir. À chaque fois, je me fais avoir. Ces guélurons ont l'air d'adorer courir en descente. Enfin, certains glissent sur leur visage plus qu'ils ne courent. C'est bon, elle s'est relevée, mais elle est retombée. Sa quantité de mouvement augmente avec ses longues foulées, et ses jambes ne peuvent plus suivre. Question. Lequel des deux parviendra à contrôler sa quantité de mouvement? Réponse, aucun des deux. Ah, il sautille plus qu'il ne court. Je me demande si ça va l'aider. Non, pas du tout. La longueur de ses foulées augmente et il ne parvient pas à contrôler sa quantité de mouvement et se prend la voiture de plein fouet. Notre expédition scientifique touche à sa fin. Albert Einstein a dit un jour « Observez attentivement la nature, vous comprendrez tout beaucoup mieux ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce cher Albert, et voici pourquoi. Tout de suite, sur National Geographic. Voici Science of Stupid, spécial tendance. Attention, les personnes que vous allez voir ont voulu surfer sur les nouvelles tendances, mais leur quête de crédibilité s'est soldée par une avalanche de douleur et de honte. Si vous voulez vraiment avoir l'air cool et branché, ne tentez pas de les imiter. Les tendances vont et viennent. Ce qui est populaire et branché un jour peut sembler dépassé et ridicule le lendemain. Mais la science, elle, ne passe jamais de mode. Alors si vous voulez avoir l'air cool, soyez bien attentifs et laissez-vous guider par la science. Nous allons vous expliquer quelques concepts clés, comme le transfert de quantité de mouvement, le couple et la force centrifuge. Certaines personnes sont prêtes à tout pour avoir leur quart d'heure de gloire devant la caméra. Mais certaines tendances sont des passades et d'autres sont amenées à rester. Ne soyez pas une victime de la mode. Bienvenue dans Science of Stupid, spécial tendance. Dans cette émission, nous allons étudier la vision périphérique, comment contrôler un centre d'inertie en mouvement, et ce qui arrive quand la gravité prend le dessus. Mais commençons par ceci. J'adore les toboggans aquatiques. Il n'y a pas de meilleure combinaison possible qu'un grand soleil, de l'eau fraîche et une montée d'adrénaline. Mais la mode consistant à descendre en toboggan sur des bouées est assez inquiétante. Ça semble plutôt amusant, mais ça peut s'avérer dangereux. Ce type cherche vraiment les ennuis. Et il les a trouvés. Les bouées et l'eau vont de pair comme les burgers et les frites ou le lait et les cookies. Ils forment un délicieux mélange. Mais si vous ajoutez un toboggan à l'équation, vous courez le risque d'avoir la nausée. L'eau qui coule le long du toboggan agit comme un lubrifiant et diminue le frottement. Descendre avec une bouée facilite l'aquaplaning. Au niveau microscopique,
Le toboggan et la bouée ne sont pas en contact en raison d'une fine couche d'eau située entre les deux. Plus la bouée est immergée, plus elle subit une traînée importante et plus elle se déplace lentement. En descente, la gravité va augmenter sa vitesse. En raison de sa vitesse, la bouée va décoller du toboggan avant de retomber sous l'effet de la gravité. En gros, si vous descendez déjà vite sur un toboggan sans bouée, vous irez encore plus vite avec. Mais faites attention, si vous changez brusquement de direction et que votre centre d'inertie se retrouve en dehors de votre surface d'appui, la bouée va chavirer. Voyons voir comment ces principes s'appliquent dans le monde réel. Regardez, ces deux-là vont bon train. Et rien ne les arrête. Le garçon en noir n'a pas de bouée et il subit une traînée plus importante que les deux autres qui en sont équipés. Et une traînée plus faible engendre une vitesse plus élevée. Ah ça a l'air super marrant. Sauf pour eux. Quand la bouée atteint le bas du toboggan, où l'eau est plus profonde, elle est davantage immergée. Elle passe donc d'une faible traînée à une forte traînée. Ce duo dynamique semble vouloir atteindre de nouveaux sommets. Mais à quel prix? Celui de leur dignité. Leur bouée leur permet d'aquaplaner et d'atteindre une vitesse élevée. Mais à l'endroit où le toboggan remonte brusquement, leur vitesse est redirigée vers le haut et ils sont projetés dans les airs avant que la gravité les fasse retomber. C'est pourquoi descendre un toboggan avec une bouée n'est pas une très bonne idée. J'adore les motos, mais j'ai une règle d'or. Ne jamais se mettre debout sur une moto à grande vitesse. C'est une moto, pas une planche de surf. Mais tout le monde ne voit pas les choses comme moi. Malheureusement, surfer sur sa moto est une vraie tendance. Oui, c'est faisable. Une moto devient de plus en plus stable à mesure qu'elle prend de la vitesse. La vitesse idéale est entre 15 et 30 km/h. Mais voici un petit tuyau. Le meilleur moyen de ne pas se blesser en se mettant debout sur une moto en mouvement, c'est de ne pas le faire. Mais si vous êtes vraiment déterminé à détruire à la fois votre moto et votre corps, la science peut vous aider. Il se met rapidement debout en prenant soin de garder son centre d'inertie entre les deux roues. Il écarte ses pieds au maximum pour agrandir sa surface d'appui afin d'augmenter sa stabilité. Pour se rasseoir, il saute des deux pieds en même temps, parce qu'un déséquilibre d'un côté risquerait de faire vaciller sa moto. Oh, à l'envers. Ah ben, il manque pas de confiance en lui, mais va-t-il assez vite? Non. Sa moto était instable et la chute était inévitable. C'est peut-être plus facile quand on est passager. Peut-être pas. Ah, lui, il a l'air mieux parti. Il a une bonne vitesse. Il va peut-être y arriver. Joli. Ouais, j'ai parlé trop vite. Purée. Désolé. La vache! Souvenez-vous, le centre d'inertie au-dessus de la surface d'appui. Non, pas comme ça. Je devrais peut-être réexpliquer comment se rasseoir. Vous vous souvenez quand j'ai dit que la stabilité augmentait avec la vitesse? C'est pratique quand on se tient debout. Mais au moment de se rasseoir, il ne faut pas oublier qu'une moto continue à se stabiliser toute seule, et ce, même si vous n'êtes plus dessus.
Une moto plus large offre une plus grande surface d'appui. En se tenant sur une seule jambe, il a réduit sa surface d'appui. La moto et le motard ont vacillé tous les deux. Mais à une certaine vitesse, la moto peut se stabiliser, contrairement à lui. Ne vous inquiétez pas, une autre force peut arrêter une moto. Les physiciens appellent cela un mur. Ce type a décidé d'organiser sa propre démonstration scientifique. Et le voici à l'hôpital, quelques heures plus tard. Il s'en est bien tiré, à vrai dire. Ne vous en faites pas, il avait déjà cette coupe avant l'accident. N'essayez pas de faire pareil, c'est complètement stupide. Essayez de deviner le principe scientifique que ce type s'apprête à illustrer. Alors, on vous a demandé quel principe scientifique cet individu s'apprêtait à démontrer. Il s'agit de la force d'impact, bien sûr. La gravité attire à la fois l'eau et le bac à fleurs vers sa tête. Mais comme l'eau coule sur lui, sa force d'impact est bien inférieure à celle du pot de fleurs, qui lui est solide. Ça fait super mal. Je l'avais prédit. Si vous deviez choisir un sport aquatique pour ses sensations fortes, lequel choisiriez-vous? Le jet ski peut-être? Ou bien le surf? Cool. Attendez une minute. Comment s'appelle ce nouveau sport à la mode déjà? Le stand-up machin? Le stand-up paddle. C'est comme faire du surf sur une vieille planche et sans les vagues. Existe-t-il quelque chose de moins cool que de faire du paddle, me demanderez-vous? Peut-être en tomber? Eh oui, être nul dans une discipline à la portée d'une armoire, pourvu qu'elle ait des mains, n'est pas vraiment glorieux. Je vous suggère donc de jeter un coup d'œil à ce que dit la science sans plus attendre. Il reste bien droit sur son paddle en gardant son centre d'inertie au-dessus de sa surface d'appui. Plus son centre d'inertie est haut, et plus l'effet de rotation sera important si la planche penche. Il peut augmenter sa stabilité en répartissant sa masse sur une surface plus étendue. Il augmente ainsi son moment d'inertie et il a moins de chances de se renverser, même si ce n'est pas impossible. Si vous parvenez à ne pas tomber, vous pourrez parcourir une sacrée distance. En 2007, un certain Wyatt Wernos a parcouru 555 km avec un stand-up paddle au large des côtes de Floride. Ça devait être palpitant. Voyons voir si on peut rendre cette discipline un peu plus intéressante. Cette femme a décidé de faire du paddle tout en exhibant ses muscles. Tu peux me remontrer tes muscles? Moi, j'en ai assez vu. Elle peut faire du paddle plutôt. Attention! Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Elle a déplacé son centre d'inertie à l'extérieur de sa surface d'appui et elle a perdu l'équilibre. Et ça... Continue à t'entraîner. Ouais, bonne idée. Souvenez-vous qu'en répartissant votre masse, vous augmenterez votre stabilité. C'est pas vraiment ce que j'imaginais. Et elle non plus. Certaines personnes aiment se donner des frissons en prétendant qu'ils sont dans un film d'horreur. Oh là, c'est terrifiant. Une légère secousse a stoppé la planche soudainement, mais pas le haut de son corps, ce qui a perturbé son équilibre. D'autres éléments peuvent nuire à votre stabilité, comme des vagues, le vent, la répartition du poids et les dauphins apparemment.
De nombreuses inventions sont attribuées à Léonard de Vinci, comme le char d'assaut par exemple, ou l'un des premiers hélicoptères. Mais quand il a dessiné l'homme de Vitruve, je ne pense pas qu'il imaginait être à l'origine de la dernière tendance en matière d'exercice physique. La roue cire. Ah, joli short. Mais pour chaque homme de Vitruve, il y a 10 types incompétents. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre génie et stupide? C'est la science, bien sûr. Mais pour rester stable dans une roue de cire, il faut maintenir un équilibre en mouvement. Pour ce faire, il faut utiliser le frottement pour tenir la roue, générer un couple avec vos mains et vos pieds, et ajuster votre position en permanence afin de garder votre surface d'appui, à savoir le bas de la roue, sous votre centre d'inertie. Une fois que vous arrivez à vous maintenir en équilibre, vous pouvez engendrer un moment cinétique à la force de vos muscles, prendre de la vitesse et faire des figures. Vous devez donc générer un couple avec vos mains et vos pieds pour vous maintenir en équilibre. C'est ce couple qui engendre la quantité de mouvement de la roue, et il vaut mieux bien s'accrocher. Mais enfin, qu'est-ce que je viens de dire? Sinon, vous ne générerez pas un couple suffisant. Mais là, il y est allé un peu fort. Et si vous n'y arrivez pas, vous ne resterez pas debout. Rester en équilibre dans une roue de cire requiert une certaine force musculaire. Et de ce point de vue, le monde se divise en 2 catégories. Les gens musclés et ceux qui feraient mieux de se tenir à l'écart des roues de cire. Je fais n'importe quoi. Ah oui, ça on avait remarqué. Comme il n'a pas suffisamment de force pour maintenir sa prise, il ne peut pas générer un moment cinétique et ne peut donc pas faire quoi que ce soit. C'est pour cette raison que les profs de cirque ont encore de beaux jours devant eux. Il y a certaines choses que l'argent ne peut pas acheter, comme le talent. Ou, dans le cas de cette mamie, une vraie roue de cire. Nous nous sommes déjà penchés sur des activités très dangereuses dans cette émission. Mais celle que nous allons voir peut s'avérer mortelle. Elle a été interdite dans certaines régions d'Inde et a tué plus de personnes que les requins ces dernières années. Selfie de côté. Eh oui, le selfie peut être très dangereux, surtout si vous le faites mal. La perche à selfie devrait vous aider à garder l'équilibre en répartissant votre poids. Mais quand on se prend en photo, on fait moins attention à son environnement. Tout est une histoire de vision périphérique. Notre champ de vision est d'environ 170 degrés, mais on se concentre surtout sur les 70 du milieu. Les 50 degrés de chaque côté sont ignorés, sauf si un mouvement redirige notre regard. Quand on se concentre sur soi-même, le cerveau peut ignorer la périphérie et ça peut être dangereux. Voici ce qu'il faut faire et ne pas faire. Prêtez attention à votre environnement. On dirait qu'il passe un super moment. Eh oui, la perche à selfie a réparti sa masse, mais il n'a pas prêté attention à sa vision périphérique et n'a pas vu qu'il arrivait à la fin. Utilisez votre vision périphérique. Si vous vous aventurez ici, vous risquez de vous faire attaquer par un oiseau. On ne sait jamais. Ah ben ne le faites pas alors. Ils sont souvent agressifs. C'est un peu de sa faute pour être honnête. Ne mettez pas votre vie en danger pour une jolie photo. La balade en canoë est annulée. Saviez-vous que les chevaux avaient un champ de vision de presque 350 degrés? C'est incroyable! Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, ce n'est pas un cheval. Comme beaucoup de jeunes gens, j'adore prendre des selfies tout le temps pour montrer ma vie trépidante à mes amis. La vache!
Sa perche à selfie a déplacé son centre de masse vers l'avant et il a perdu l'équilibre. Ah la vache! Mais je suis sûr qu'il a eu plein de likes. C'est déjà ça. S'il est bien fait, un selfie peut vous aider à séduire ces dames. Et une fois en couple, vous pouvez exposer votre vie. Hashtag objectif de couple. Hashtag gamelle. Je ne sais pas si l'amour est aveugle, mais il a altéré leur vision périphérique. Le défi consistant à se verser un seau d'eau glacée sur la tête semble assez peu risqué à première vue. Mais il y a quand même quelques précautions à prendre avant de se lancer. Purée. Si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas tout seul. Quelqu'un devrait le faire pour moi. Oui, c'est ce que je viens de dire. Il faut lancer l'eau, Désolé. mais pas le seau. Et bien sûr, ne pas utiliser un tractopelle. C'est vraiment élémentaire. Maintenant qu'on a vu les bases, on va passer aux choses sérieuses, à savoir l'aspect scientifique. Le centre d'inertie d'un seau d'eau n'est pas fixe, ce qui le rend difficile à contrôler. Si on tient le bas du seau à deux mains, son centre d'inertie est au-dessus du pivot formé par vos mains. Et il est difficile de verser son contenu en le maintenant en équilibre. Pour avoir un meilleur contrôle, vous pouvez tenir le seau d'une main tout en haut en plaçant l'autre main en dessous. Ou encore mieux, vous pouvez appuyer le côté du seau contre un objet solide de manière à ce qu'il pivote autour. La science nous dit que pour bien verser le contenu d'un seau, il faut bien placer ses mains. Mais tout le monde ne maîtrise pas cette technique. Vous avez 24 heures. Ah, le fameux Ice Bucket Challenge. On va voir s'il a bien écouté. C'est parti. Non, ses mains étaient placées un peu trop bas. Mais il n'est pas le seul dans ce cas. Ces gens ont décidé de le faire en famille. L'une de ces trois personnes va faire la même erreur. Avez-vous deviné laquelle? Non, pas elle. Oui, elle. Et dans cette famille, négliger la science entraîne une punition immédiate. Outre le fait de se tenir sur une jambe, elle retire brièvement sa main du haut du seau et se rend compte de son erreur un peu trop tard. Son seau à lui était plus grand, mais comme sa technique était parfaite, ça ne lui a posé aucun problème. Mais c'est un adulte en quelque sorte. Prenons un peu de hauteur. Un balcon fera l'affaire. Et souvenez-vous, il faut faire pivoter le seau par son côté et éviter de le faire pivoter par où? Ah oui, par le bas. Saviez-vous que l'eau était très lourde? 1 litre d'eau pèse 1 kg. Eh oui, c'est lourd. Ce seau contient plusieurs dizaines de litres. Je vous laisse donc imaginer son poids. Il est donc déconseillé de faire ça avec un récipient plus lourd. Mais cette émission porte bien son nom. La rédactrice de mode Anna Wintour a dit « Soit on connaît la mode, soit on ne la connaît pas. » C'est marrant parce qu'on pourrait dire la même chose de la science. Et visiblement, ces malheureux ne connaissaient aucun des deux. Tout de suite, sur National Geographic. De
De nouveaux outils archéologiques ont révélé au grand jour un monde perdu. Aujourd'hui, National Geographic utilise cette nouvelle carte au trésor et plonge au cœur de zones inexplorées pour y découvrir des hôtels, des armes et même des restes humains. Oh boy. I think it's the top of somebody's head. Ces fouilles changeront notre perception de l'histoire. Everything we know now is going to be different. Les trésors perdus des Mayas, série inédite, tous les dimanches à 20h40 sur National Geographic. Cela fait 15 ans que je photographie les femmes et je n'ai jamais évoqué la question de la ménopause. Je pars à la rencontre du docteur Eddie Morris pour en savoir plus. 80% des femmes vont ressentir des symptômes au cours de la ménopause, qui seront mentalement et physiquement handicapants. Les femmes ont une réelle réticence à consulter des professionnels. Et le moyen le plus efficace pour lever le tabou, c'est d'éveiller les consciences. Hé, Mercedes, tu veux pas te détendre un peu? T'as quoi pour un type qui porte pas de cravate? Mercedes, t'aurais pas une voiture qui m'écoute? Contrairement à d'autres. J'ai entendu. Mercedes, tu peux baisser un peu la température? Je règle la température sur 21 degrés. Il faut qu'on se parle. C'est une société parallèle, souterraine, clandestine. La criminalité. Rien à déclarer, armes, munitions. Faites voir vos mains. Il n'y a que des billets de sang. Ils ont filé. Est-ce que je mérite d'être en prison? Oh que oui. Ils ont basculé de l'autre côté de la loi. Découvrez les séries documentaires qui retracent leur parcours. Crime et société, du lundi au vendredi à 22h20 sur National Geographic. Lors d'accidents aériens, les enquêtes internationales reposent sur le travail d'équipe. Voyons ce qu'on a. Pour améliorer la sécurité, il faut trouver la bonne cause. Les avis peuvent diverger. Deux enquêteurs qui écoutent un enregistreur phonique ne l'interpréteront pas forcément de la même façon. Ils ne voulaient pas qu'il se pose. Plus la victime est connue, plus les enjeux sont grands. Le président polonais est tué dans un accident. Y a-t-il eu sabotage? Certains ont tout de suite crié au complot. Aucune preuve de terrorisme. Sur la côte est du Canada, Plus de vitesse. des soldats américains périssent dans un brasier. Les enquêteurs sont toujours sous pression. Ils doivent trouver la réponse aussi vite que possible. L'accident qui décime le Manchester United On n'y arrivera pas. met le feu aux poudres entre deux pays. C'est absurde. Des pressions publiques et politiques n'arrangent rien. Il y aurait eu dissimulation. Il faut décider quels experts croire. De la neige tombe sur l'aéroport de Munich, en Allemagne de l'Ouest. Un airspeed ambassadeur de la British European Airways attend sur le tarmac. Ce bimoteur de luxe est baptisé Elizabethan, en hommage à la reine. James Stein, 36 ans, est le commandant de bord. Cet ancien vétéran jouit d'un excellent état de service. Avec plaisir. À 38 ans, le copilote Kenneth Raymond est un ancien pilote de chasse. Aujourd'hui, les deux hommes ont des passagers de prestige, l'équipe du Manchester United. Dans les années 50, ces joueurs font partie des sportifs les plus connus au monde. Ils n'ont rencontré l'Étoile Rouge que la veille à Belgrade, lors du match nul pendant la Coupe d'Europe. Manchester United est une équipe de premier plan, sans doute la plus célèbre que ce pays ait connue. Harry Gregg est le gardien de but de talent. Je suis très fier d'avoir fait partie de cette équipe jeune et dynamique. Après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Europe, les 17 joueurs comptent parmi les 38 passagers qui rentrent au Royaume-Uni. Munich,
609 Zulu Uniforme, paré au décollage. Beeline 609, votre clairance expire à 3-1. Là, il est 3-0. Autorisé au décollage, virage à droite. Merci, roulage. Alors que la température frôle les 0 degrés et que la neige continue de tomber, le commandant Tain amorce son décollage. Pleine puissance. Pleine puissance. Je lisais un livre qu'un de mes camarades m'avait passé quand on s'était lancé sur la piste. J'ai regardé par le hublot. Il n'y avait aucun souci. Température et pression OK. 90 nœuds. 100 nœuds. La poussée n'est pas suffisante pour que l'avion décolle. On interrompt le décollage. D'un seul coup, j'ai vu les roues se bloquer et se débloquer. Et l'avion a glissé pour finir par s'immobiliser en pied. Désolé, le moteur est instable. 609, nous avons interrompu le décollage. Ici la tour, répétez. Nous avons interrompu le décollage. Pouvons-nous remonter la piste? À vous. Surcharge moteur? On dirait oui. Il y a eu un problème de suralimentation. Les moteurs des Bristol Centaurus avaient cette fâcheuse tendance à s'emballer, en particulier dans des aéroports à haute altitude. Le problème, c'est que les propulseurs s'ouvraient parfois trop rapidement. On a une suralimentation du moteur gauche. On leur a expliqué que c'était un problème relativement fréquent sur l'Elizabethen au départ de Munich, parce que l'aéroport était situé en hauteur, mais qu'il n'y avait aucun souci à se faire. On leur a conseillé au moment de pousser les manettes de gaz de réduire légèrement la poussée du moteur suralimenté et ensuite de la pousser au maximum, mais plus lentement. Les ailes, c'est toujours bon. Pas besoin de dégivrer. Alors que les conditions météorologiques restent identiques, les pilotes font une nouvelle tentative. Tour de Munich, ici Beeline 609 Zulu Uniforme. Je suis prêt à rouler. À vous. La piste fait plus de 1900 mètres de long. Même avec une accélération graduelle, l'Elizabethen devrait pouvoir décoller au bout de 1200 mètres. Les deux moteurs étaient à l'unisson et l'avion s'était lancé sur la piste. Tout semblait normal. 105 nœuds. V1. V1 est la vitesse de décision, le point de non-retour. L'avion va trop vite pour être arrêté, mais pas encore suffisamment pour décoller. Kevin Raymond attend que Tain énonce 119 nœuds, c'est-à-dire V2. À 119 nœuds, l'avion peut quitter le sol. Mais un problème survient. Il perd brusquement de la vitesse. On n'y arrivera pas. La lumière vacillait, il y avait des étincelles, on sentait des bosses, on prenait des coups. C'était indescriptible. Et puis, ça a été l'obscurité la plus totale. J'ai cru que j'étais mort. L'avion a traversé une clôture, percuté une maison et un hangar à carburant 300 mètres après le bout de piste. Dehors, sortez vite! Ça va exploser! Harry Gregg reprend connaissance et s'extirpe de la carlingue. En quelques minutes, les premiers secours de l'aéroport et des fermes avoisinantes arrivent sur place. Deux secouristes allemands grimpent sur l'aile et extraient Kenneth Raymond des décombres. Il est grièvement blessé. 21 personnes sont mortes, dont 10 footballeurs et membres du personnel. Beaucoup de passagers souffrent de graves blessures. La grande équipe du Manchester United est décimée. Ce qui avait si bien commencé a très mal fini. 6 heures après l'accident,
alors que la presse converge sur place, Hans Reichel, le responsable du bureau d'enquête allemand, se met en quête de réponse. Il a d'emblée pensé à du givre sur les ailes. Il est allé vérifier et il en a trouvé. En cas de givre sur les ailes, un appareil peut manquer de portance pour s'élever dans les airs. L'avion était recouvert d'une couche de neige d'environ 8 cm. Les seules surfaces dépourvues de givre sont situées vers les moteurs. D'après l'enquêteur, l'intégralité des ailes était bien recouverte de givre avant le crash. Mais lors du décollage, les hélices ont soufflé le givre juste derrière elles. Alors que l'enquête suit son cours, le copilote Kevin Raymond succombe à ses blessures. Le commandant Tain se retrouve seul pour répondre aux enquêteurs allemands. Puis-je commencer ? Dès le départ, l'enquête allemande semblait être à charge. Le pilote était l'accusé qui devait prouver son innocence. Des témoignages font état de neige sur les ailes, et James Tain reconnaît lui-même qu'il n'a pas lancé de dégivrage. Les ailes, c'est toujours bon. Pas besoin de dégivrer. Le commandant explique que l'après-midi du drame, la température tournait autour de 0. Il avait vu de l'eau goûter des bords d'attaque. Il savait que la neige fondait. C'est ce qui l'a convaincu qu'un dégivrage n'était pas nécessaire. C'est alors qu'Hans Reichel présente une pièce à conviction qui va faire polémique. La photo de l'avion prise le jour de l'accident. On y voyait une zone blanche sur le dessus des ailes. Elle a été interprétée comme étant une couche de givre ou de neige. Ce jour-là, tous les appareils qui ont quitté Munich ont été dégivrés, à l'exception de l'Elisabethen. Pour l'enquêteur allemand, l'accident est imputable à l'équipage qui n'a pas dégivré son appareil. Je n'ai trouvé aucune autre cause, hormis l'absence de dégivrage, pour expliquer l'accident. En mai 1959, un an après la tragédie, le gouvernement allemand publie son rapport officiel qui rejette l'entière responsabilité sur le commandant James Tain. Du givre. Du givre se trouvait selon eux sur les ailes avant l'accident. Tout simplement. Ils ont dit, James Tain est le seul responsable de la mort de 23 personnes. C'est lui qui a décimé le Manchester United. C'est un sacré fardeau à porter. Il a été très maltraité, ils en ont fait un bouc émissaire. Certain que l'accident n'a pas été provoqué par du givre sur les ailes, le pilote décide de mener sa propre enquête. Je revois encore mes parents parler de l'accident pendant des nuits entières. Mon père était persuadé qu'un élément extérieur avait freiné la course au décollage. En 1959, il n'y a pas d'enregistreur de paramètres ou d'enregistreur phonique. En outre, le copilote est mort et de nombreux témoins corroborent le rapport officiel. Tout semble aller contre James Tain. Accusé par les autorités allemandes, le commandant James Tain décide de se battre pour laver son nom. Mon père était un homme intègre et courageux. Il était déterminé à découvrir la véritable cause de l'accident. Pour le pilote, ce serait la neige fondue sur la piste qui aurait provoqué le crash. Il découvre que 9 ans plus tôt, un appareil de TransCanada Airlines n'avait pas réussi à décoller sur une piste recouverte de neige fondue à Vancouver. D'après les recherches, 5 cm de neige fondue suffisaient à empêcher un avion d'atteindre sa vitesse de décollage. Imaginez que c'est l'hiver et que vous roulez sur une route sèche et que vous passez ensuite sur de la neige fondue. Vous allez tout de suite remarquer qu'une résistance s'exerce sur votre voiture. C'est pareil pour un avion. D'après le commandant, les avions précédents n'ont pas eu ce problème ce jour-là parce qu'ils ont décollé sur les 2 premiers tiers de la piste. De son côté, l'accélération était plus lente pour compenser la suralimentation d'un moteur.
L'avion a donc dû rouler sur le dernier tiers de la piste, recouvert de neige fondue. Il faut plus de puissance pour vaincre la résistance. Au cours de ses recherches, James Stein déniche des rapports de contrôleurs aériens passés sous silence, qui vont pourtant dans le sens de sa théorie. Beeline 609, votre clairance expire à 3-1. Là, il est 3-0. Les témoins oculaires les plus importants ont